Donc, voici un peu ce qu'on a au menu pour vous aujourd'hui. Donc, on va évidemment commencer là, par faire une petite introduction, qui on est, qu'est-ce qu'on veut vous amener aujourd'hui. Donc, comme Jaël le disait bien, on va discuter, on va présenter le sujet, donc les défis de la gestion d'une équipe. Puis on va y aller en 3 étapes. Donc, on va y aller avec le quoi, le pourquoi et le comment. Donc, évidemment, on veut que vous repartiez avec des éléments concrets que vous pouvez mettre en place dès cet après-midi si vous le souhaitez. Évidemment, on va terminer avec une petite conclusion puis la période de questions. Donc, on va commencer par se présenter. C'est peut-être pas tout le monde qui nous connaît. Donc, je m'appelle Joëlle, comme vous le voyez sous mon visage dans l'écran. Et ma collègue qui vient de parler, c'est Stéphanie. On est les deux cofondatrices de B2 Consultation. Et puis, on est passionnés de qualité de l'interaction. Il y en a certainement, parce que je reconnais des noms, des visages, qui nous connaissent de nos anciens rôles de consultante en petite enfance et de formatrice aux classes. Puis d'ailleurs, on est bien heureuse de vous retrouver puis de vous revoir. Puis pour celles qui ne nous connaissent pas, ben, pour faire une histoire courte, on a décidé de transposer notre passion pour la qualité des interactions vers le monde adulte au travail. Donc, on accompagne les gestionnaires à faire face aux différents défis que vous rencontrez. Et on peut faire l'évaluation de la qualité des interactions dans le contexte du travail, mais aussi des risques psychosociaux. Donc, on a vraiment décidé de se concentrer sur les adultes parce qu'il faut s'occuper des adultes aussi si on veut offrir de la qualité aux enfants, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, vous comprendrez que le webinaire, on va mettre le cadre tout de suite. On va se concentrer vraiment sur l'aspect humain, la gestion d'une équipe de travail, plutôt que les aspects relatifs à l'organisation, à la coordination. Donc, je vais juste mettre les attentes à la bonne place en partant. Et puis, notre collaboratrice dans ce projet de webinaire-là et co-idéatrice, c'est Michèle Thibodeau. Donc, Michèle est la fondatrice de Gestion Conseil MT. Elle vous fait bonjour en ce moment. Et dans le fond, Michèle est une passionnée de gestion, d'administration dans le milieu éducatif à l'enfance. Elle a une forte expérience comme DG en CPE, mais aussi dans le milieu scolaire et comme administratrice d'expérience. Donc, elle souhaite mettre à profit ses connaissances, ses compétences, ses expertises pour vous soutenir, accomplir votre rôle et vos fonctions avec plus d'aisance et d'assurance. Donc, voilà. Donc, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Pour commencer, on veut vraiment vous remercier. Ce n'était pas un formulaire d'inscription classique qu'on vous a proposé. On avait besoin un petit peu d'avoir les informations, à savoir quels sont les défis que vous rencontrez dans votre quotidien avec votre équipe de travail. Et j'ose dire, sans grande surprise, voici un petit peu les résultats qu'on a résumés sous forme de nuage de mots. Il y a beaucoup de questions des défis, évidemment, de gérer une équipe, particulièrement à les motiver, les mobiliser, susciter leur engagement. On a aussi eu des éléments relatifs au climat de travail, la cohésion d'équipe, la gestion des conflits, les relations difficiles, les personnalités, parfois plus difficiles aussi. La communication est également revenue. On a eu aussi tout un aspect de roulement de personnel, des absences qui vont au-delà des journées permises, des journées prévues plutôt, la gestion des horaires qui sont un véritable casse-tête. Puis on souhaite le reconnaître, même si on ne va pas nécessairement l'aborder précisément aujourd'hui. On veut vraiment reconnaître que ce sont tous des défis qui sont présents, qui sont tout à fait valides. Vous n'êtes pas seul dans ces défis-là. Ce qui nous a le plus marqué, c'est vraiment la répétition de chacun de ces défis-là. Donc, c'est pour ça que je disais sans grande surprise. Donc, tout le monde est dans le même bateau, tout le monde qui est présent ici partage ces défis-là. Donc, si déjà là, ça peut vous amener un sentiment là, de ne pas être seul dans votre coin avec tout ça. Puis deuxièmement, mais votre tâche puis le contexte dans lequel vous l'accomplissez, on sait qu'il ne cesse de se complexifier. Les demandes, les exigences, les contraintes, ça ne cesse pas d'augmenter, mais les moyens et les ressources, eux, ils ne suivent pas nécessairement au même rythme. Donc, comme on vous disait aujourd'hui, on va se concentrer à vous offrir des pistes de réflexion, mais aussi d'action pour améliorer les choses le plus concrètement possible. Donc, comme on aime de dire, on va se concentrer à vous apprendre à pêcher en accéléré aujourd'hui, en vous offrant des bases pour que vous soyez évidemment le plus autonome possible face à ces différents défis-là, plutôt que de simplement vous donner du poisson. Donc, pour y arriver, comme on l'a dit tantôt, on va survoler le quoi, le pourquoi et le comment de la gestion efficace d'une équipe.
Donc, comme on l'a dit, on va commencer par le quoi. Donc, on va s'entendre d'abord sur une définition de ce qu'est la gestion efficace d'une équipe. Il y a plusieurs définitions qui existent. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, le domaine de la gestion des ressources humaines, de l'administration, c'est un domaine assez récent, assez jeune, particulièrement dans le milieu de la recherche. Donc, il y a une multiplication de définitions et de caractéristiques qu'on peut données. Donc, nous, on va s'entendre un peu sur ce cadre-là pour les fins de notre discussion ensemble aujourd'hui. Donc, pour nous, chez B2, mais je suis pas mal sûre que Michel la partage aussi notre point de vue, la gestion efficace d'une équipe de travail, ça va consister en différentes choses. Premièrement, ça consiste en organisation et en coordination et en accompagnement de tous les membres de l'équipe de travail dans l'atteinte d'un objectif commun et organisationnel, tout en favorisant évidemment l'établissement le plus possible d'un environnement de travail qui est constructif et on le souhaite basé sur la collaboration. On le sait que c'est un défi en ce moment. Et donc, tout ça, c'est dans le contexte aussi de l'adaptation constante aux contraintes externes et internes à vos milieux de travail. Donc, pour y arriver, bien, il y a plusieurs actions qui doivent être posées, certaines quotidiennement, d'autres plus occasionnellement. Mais on tient quand même à mentionner que probablement, si vous vous arrêtez pour y réfléchir un peu, vous allez vous rendre compte que vous avez assurément, sinon probablement, des propensions naturelles pour certaines activités plus que d'autres. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes plus doué pour l'organisation, la coordination, vous êtes super créative à trouver des façons d'avoir des remplaçants, puis de gérer les absences, puis les remplacements de façon très créative. Mais peut-être que l'accompagnement dans le développement professionnel, dans la résolution de conflits, c'est peut-être moins votre force. Peut-être que pour vous, la vision, établir des objectifs organisationnels, inspirés, c'est une force, mais que la création d'une culture de collaboration, c'est peut-être moins emballant pour vous. Peut-être aussi que vous avez des forces dans la majorité de ces points-là, mais que c'est l'adaptation constante qui est plus exigeante pour vous. Sachez que, encore là, c'est tout à fait normal. On ne peut pas être bonne dans tout, en tout temps. C'est pas ça l'attente. Puis j'espère que c'est pas l'attente que vous avez envers vous-même. Le message qu'on veut véhiculer, c'est que ce qui est important, c'est de se connaître, de savoir où sont nos forces, où on a des défis, puis d'aller chercher soit du soutien où on a des défis ou encore d'essayer de développer ces compétences-là. Donc, votre cerveau, vous connaissant, mes chers DG, DA, est probablement déjà en train de réfléchir à OK, oui, mais comment qu'on fait ça? Donc, on va essayer de répondre à ces questions-là, mais on va quand même passer par un petit détour sur le pourquoi qui est important pour se recentrer sur les objectifs qu'on poursuit. Oui, donc évidemment qu'on ne va pas vous apprendre aujourd'hui une tonne de choses là, sur les raisons pour lesquelles il est important d'avoir une gestion d'équipe qui est efficace. Puis efficace ne veut pas dire parfaite, hein? Une autre clarification qu'on veut absolument faire, pas de vous rajouter de la pression, absolument pas, mais efficace au sens où les ressources sont utilisées aux bons endroits. Donc, c'est important de s'en préoccuper parce qu'une gestion d'équipe efficace en petite enfance particulièrement est fondamentale. Évidemment, pour assurer des services de haute qualité, un environnement de travail qui est positif, puis vraiment, ultimement, le bien-être, assurer le bien-être, le développement optimal des enfants et des membres de l'équipe, incluant la direction. Oui, on vous inclut. C'est vraiment des éléments qu'on souhaite mettre de l'avant et vous vraiment ramener au devant que ben, la direction, quand on parle de l'équipe, là, vous allez nous entendre dire les membres de l'équipe, ça vous inclut aussi. Donc, c'est vraiment important pour nous là, de faire cette petite spécification-là. Donc, comme vous le voyez à l'écran, les pratiques de gestion vont influencer évidemment les pratiques éducatives, les compétences professionnelles des membres de votre équipe. Donc, quand on parle de pratiques éducatives, évidemment, ce qui se passe, oui, dans les locaux auprès des enfants, les compétences professionnelles, ça inclut aussi comment les gens vont interagir les uns avec les autres au travail. Pour nous, c'est aussi un aspect qui est très important. Donc, tout ça, en retour, évidemment, va influencer la réponse aux besoins des enfants et ainsi, ben, par ricochet, répondre peut-être aux attentes des parents. Donc, vous voyez ici, par contre, que ce sont des flèches bidirectionnelles. Donc, à l'inverse aussi, donc les attentes des parents vont influencer la réponse aux besoins des enfants qui vont influencer les pratiques éducatives et remonter jusqu'à des pratiques de gestion.
Donc, vraiment, c'est l'important de se rappeler ici, c'est que c'est un système qui est en perpétuel mouvement. Au gré des individus qui le composent, au gré des changements aussi, tant dans l'environnement interne et externe, comme on le disait tantôt. Donc, on change une chose dans le système et on change le système presque au complet. Donc, la gestion, la gestion d'équipe, ça doit vraiment être compris comme quelque chose de constant. C'est un processus, peut-être malheureusement, dans certains moments, qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Il y a des défis, mais qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Donc, ça peut aussi amener à l'espèce de complexité là, qu'on ressent autour de tout ça. Donc, pour parler du comment, on y arrive enfin au comment. On peut gérer efficacement une équipe. On pourrait vous parler une multitude de sujets. Par exemple, la nécessité d'établir une vision commune, j'en ai parlé tantôt un peu, de communiquer efficacement, d'établir une culture de collaboration, de soutenir le développement professionnel, de créer un climat de travail sain et constructif. La nécessité de gérer efficacement en temps opportun les conflits, même les irritants, avant que ça devienne des conflits. Il y a aussi les aspects plus techniques, comme je le disais, d'entrée de jeu, la gestion, c'est-à-dire la gestion des horaires, des remplacements, bref, tout ce qui tourne autour de la gestion des employés. Mais évidemment, on aurait besoin de plus que 45 minutes pour y arriver. Donc, on va se concentrer sur autre chose. Donc, on se lance dans le comment. Ce qu'on préfère faire avec vous aujourd'hui, c'est vous proposer, vous partager 2 stratégies qui, on le souhaite, vous seront utiles par la suite pour réfléchir puis analyser tous les sujets, tous les défis que vous nous avez partagés et plus encore dans votre gestion. Donc, nos 2 stratégies extrêmement simples, la clarté et la considération. On part là-dessus. Donc, comme on le disait plus tôt, on aime enseigner plutôt que de vous donner du poisson. Donc, on va vraiment aller voir comment ces stratégies-là peuvent vous soutenir au quotidien. Puis, appliquer quotidiennement, ça va vraiment être vos meilleurs alliés dans la prévention de l'apparition des défis ou encore dans peut-être la prise en charge un petit peu de ces défis-là. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, on va commencer par la clarté. Dans le fond, la clarté, pourquoi c'est important? C'est le fondement de la sécurité affective et de la sécurité psychologique. Là, juste pour qu'on s'entende, à partir de maintenant, je vais dire sécurité, mais sachez que ce que j'entends par sécurité, c'est de la sécurité à la fois psychologique et affective. Donc, cette sécurité-là, quand elle est bien établie, ça devient le fondement aussi de l'autonomie professionnelle. Pensez aux enfants que vous accompagnez dans vos milieux. C'est exactement la même chose. Hein. Pour qu'ils fassent preuve d'autonomie, qu'ils essayent des choses, ils ont besoin de se sentir en sécurité. Ben, l'adulte ne fonctionne pas différemment. On a aussi besoin de ce contexte-là sécuritaire pour faire preuve d'autonomie, de créativité. Donc, la clarté, c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Ça établit, comme je disais, les bases de la sécurité. Ça détermine les limites de l'action, le contour du carré de sable. C'est super sécurisant. Trop de liberté, c'est anxiogène. Donc, cette clarté-là, ce contour-là est vraiment important à établir. Donc, on peut se questionner sur les rôles, les responsabilités, les objectifs organisationnels, les objectifs pédagogiques, bref, tous les objectifs qu'on peut avoir dans une organisation, toutes les attentes qu'on peut avoir envers les membres de notre équipe. Puis, c'est important de réfléchir à savoir est-ce qu'ils sont clairement définis, ces éléments-là? Puis, après, est-ce qu'ils sont clairement communiqués? Si les employés ressentent si les éléments sont clairement communiqués et définis, les employés vont ressentir moins d'ambiguïté et donc moins de stress. Donc, la réduction de l'incertitude va permettre de créer un environnement où les personnes se sentent plus en confiance et nécessairement en sécurité. Quand les employés se sentent en sécurité, bien, ils peuvent s'exprimer plus librement, prendre des risques, partager leurs idées, partager leurs questionnements, leurs insécurités même, sans crainte de conséquences négatives. Ils ne vont pas avoir peur du jugement ou de se faire prendre un peu en défaut. Donc, cette sécurité-là est essentielle pour créer un climat de confiance puis d'ouverture. Puis, c'est à la base de votre culture organisationnelle. Puis là, les employés, dans ces moments-là, on le fait tous hein, en passant, là, ils vont se demander ici, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux dire ce qui me passe par la tête? Est-ce que je peux dire quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Est-ce que je peux dire que je ne sais pas comment faire, que je ne sais pas résoudre tel ou tel problème? On le fait tout.
On est des machines à déceler cette sécurité-là, à évaluer le degré de sécurité de l'environnement dans lequel on se trouve. Puis, ben, les employés vont apprendre rapidement à repérer les comportements qui sont encouragés, puis ceux qu'il vaut mieux pas avoir, tant de votre part que de la part des membres de l'équipe. Hein. On va tout de suite repérer le froncement de sourcils, le soupir, le roulement d'œil, peut-être même juste l'absence de réaction. Donc, tant qu'à ce que ça ait cet impact-là, bien, aussi bien véhiculer nos messages de manière claire, mais aussi intentionnelle. Donc, lorsque les employés se sentent en sécurité, ils vont être évidemment plus enclins à prendre des initiatives, comme je le disais tantôt, mais à exercer donc leur autonomie. La sécurité, ça donne la confiance nécessaire pour prendre des décisions, gérer leurs tâches de manière plus créative et plus autonome. Puis donc, après ça, il se produit un renforcement mutuel. L'autonomie accordée aux employés renforce à son tour le sentiment de sécurité. Quand on leur fait confiance pour prendre des décisions, on valorise aussi leurs compétences, on renforce leur sentiment d'appartenance à l'équipe. La combinaison donc de la clarté, de la sécurité puis de l'autonomie, bien, ça conduit à une amélioration significative de la performance. Plusieurs études qui ont étudié cette relation semble démontrer que quand les organisations privilégient justement la clarté, la sécurité puis l'autonomie, on voit une hausse de productivité de 21 puis une diminution du taux de roulement de 25. Donc, c'est à ne pas négliger. Tout à fait. Donc, pour aller un petit peu plus loin là-dedans, donc comment s'assurer qu'on est clair? Et là, ça, comme on le disait tantôt, ça peut répondre à une multitude de défis, qu'on ait des relations qui sont plus difficiles avec des éducatrices, avec des employés, entre les employés. Euh, la clarté, ça va vraiment être un allié redoutable, je dirais, pour vous. Donc, comme on le voit ici, il faut d'abord se questionner euh, sur tout ce qui doit être défini pour donner un cadre clair et sécurisant aux membres de l'équipe. Donc, se donner un petit point de départ pour commencer, se poser la question, est-ce qu'on a même pris le temps de définir ce qui est important pour nous, ce qui guide l'action dans notre organisation? On le sait, chaque milieu éducatif à la petite enfance partage une mission commune, mais chacun a sa couleur aussi. Donc, qu'est-ce qui fait vos couleurs? Qu'est-ce qui guide vos actions dans votre organisation? Quelles sont les valeurs même qui sont véhiculées? Donc, première étape, c'est vraiment de définir ça. Donc, si c'est fait, est-ce que les rôles, les responsabilités, les attentes, les objectifs qui en découlent aussi sont bien définis? Donc, la bonne définition va être précise, va éviter le plus possible les ambiguïtés, même si ça ne peut pas toujours être parfait, ça va éviter le plus possible les ambiguïtés et ça va vraiment faciliter une compréhension qui est le plus possible immédiate. Donc, ce qui est important aussi de se rappeler, c'est qu'il faut les revoir, ces définitions-là. Est-ce qu'ils ont besoin d'être revus, rafraîchis, clarifiés? Ça va évoluer. On le disait tantôt, on change un élément du système, on change presque le système au complet. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour bien soit se comporter, pour bien prendre des décisions dans notre milieu de travail, bien résoudre des problèmes? Ensuite, évidemment, une fois que c'est bien défini, c'est bien beau que c'est défini dans nos têtes à nous, mais je dis souvent, on n'a malheureusement pas encore la clé USB là, pour aller voir ce qui se passe dans la tête de tout un chacune. Donc, il faut communiquer clairement ces attentes-là, ces objectifs, ces rôles. Hein, on va le répéter souvent, là, mais répéter, communiquer de façon claire. Donc, est-ce que ces éléments-là qui ont été définis clairement ben, sont communiqués aux membres de l'équipe? Encore une fois, une bonne communication va être précise, concise. Elle se fait généralement, évidemment, verbalement, mais on recommande toujours un support écrit. Ça encourage aussi le dialogue ouvert. On veut vraiment créer la conversation, créer l'échange. Enfin, je te dirais, la plus grande erreur, c'est de penser que tout le monde a compris ce qu'on a dit. Par exemple, je nomme ça comme ça, en réunion d'équipe. Bon, je l'ai dit en réunion d'équipe, parfait, c'est fait, check, je coche ça sur ma liste. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Donc, ce qu'il faut souvent se demander, c'est est-ce que les éléments communiqués ont été compris par tous les membres de l'équipe? Donc, les personnes ont peut-être été inattentives, ont manqué des petits bouts, peut-être qu'ils ont fait des interprétations qui sont erronées aussi. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'informations. Ce n'est pas tout le monde qui traite l'information à la même vitesse, de la même manière. Euh, on n'a pas toutes les mêmes capacités de traitement d'information ou d'attention non plus. Puis j'oserais dire aussi peut-être pas toujours optimal à la fin de la journée, quand on a notre journée de travail dans le corps, particulièrement dans vos milieux. Dans les milieux de la petite enfance en général, on sait que c'est des milieux très exigeants.
Donc, pour s'assurer que vous avez été comprise, ce qu'on vous recommande, c'est soit de demander une reformulation, poser des questions ouvertes, observer le langage non verbal aussi des gens. Généralement, quand les gens ont des gros points d'interrogation, je donne de bons exemples, les sourcils froncés, les points d'interrogation, les bras fermés comme ça, puis vraiment reculés vers l'arrière, ça va nous donner des bonnes indications oui, de la compréhension, mais aussi un peu de l'impact que cette communication-là a sur les gens. On peut aussi observer un peu les actions qui vont s'en suivre. Encouragez-les vraiment à poser des questions. Encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui va le faire, ce n'est pas tout le monde qui va oser. Offrez un autre moment peut-être pour revenir sur ces éléments-là. Faites des suivis. Encore une fois, là, vraiment ici, il ne faut jamais prendre pour acquis que c'est clair et que tout le monde a compris. Ça, c'est vraiment un des pièges à éviter. Puis prenez pour acquis aussi que si c'est important pour vous, pour l'organisation, il faut le répéter. Il faut en parler à chaque fois que l'occasion se présente ou que la nécessité se fait sentir. Des fois, on a des mises au point à faire avec nos équipes. C'est normal. On est tous des bêtes d'habitude, puis des fois, on glisse dans des petites habitudes qui ne sont pas optimales pour le travail d'équipe, pour la gestion d'une équipe aussi. Donc, quand la nécessité se fait sentir là, de revenir sur ces éléments-là, prenez-les, exercez ce rôle-là que vous avez. Et ensuite, les flèches à l'arrière du texte que vous voyez à l'écran, ils ne sont pas là pour rien. Il faut recommencer encore et encore. C'est une des clés de la gestion efficace d'une équipe. Il ne faut pas le voir nécessairement, en fait, il faut essayer de ne pas le voir comme un fardeau, mais c'est vraiment comme une partie intégrante du travail. Il faut comme faire la paix un petit peu avec cet aspect-là. Donc, question d'aller plus loin là, que la réflexion, on vous invite à agir. Donc, vraiment, on va vous suggérer là, pour la prochaine semaine de faire de l'auto-observation. Commencez par vous, tout va partir de vous. Est-ce que les objectifs, en vous posant certaines questions, donc est-ce que les objectifs de vos interventions, quels qu'ils soient, un salut le matin dans les locaux, peut-être un petit recadrement de certaines choses que vous voyez chez vos employés, peut-être une procédure qui a changé, peu importe ce que c'est, est-ce que les objectifs de ces interventions-là sont déterminés et clairs pour vous? Dans quel objectif je fais ces actions-là, soit au quotidien, soit occasionnellement? Est-ce que votre communication permet la compréhension réelle de ceux avec qui vous communiquez, en fait? Quels sont les signes que vous observez, soit qu'ils ont compris ou qu'ils ont peu compris? Puis enfin, est-ce que vous avez validé auprès de la ou des personnes concernées leur compréhension, puis avez-vous fait des suivis? Donc, juste une petite checklist mentale, pardonnez-moi, une petite liste à puce mentale de questions à vous poser au quotidien pour vous aider là, à vraiment mettre ces éléments-là en action, que ça ne reste pas juste des paroles. Donc, c'était notre première stratégie sur laquelle on voulait attirer votre attention, donc la clarté. Ou encore là, comme la communication, jamais prendre pour acquis qu'on s'est compris, mais il ne faut jamais prendre pour acquis qu'on est clair non plus. Il faut tout le temps veiller à reclarifier, puis assurer que ça l'est d'abord pour nous et ensuite pour les autres. Donc, notre deuxième stratégie, c'est la considération des autres, des membres de votre équipe, de leur perspective, de leur point de vue. La considération de tous les membres de l'équipe, ça va jouer un rôle crucial dans leur sentiment d'inclusion, puis dans leur sentiment d'appartenance au sein de votre milieu. Lorsque les membres d'une équipe se sentent considérés, sentent que leur contribution est reconnue et valorisée, ça va amener un sentiment d'inclusion. On va sentir qu'on fait partie du groupe, qu'on appartient à ce groupe-là et ça va avoir un impact super important. Donc, ça va permettre à chaque personne de se sentir unique. Les enfants, là, je vais vous ramener aux enfants. On le dit, les enfants sont uniques, leur développement est unique. Ils ont envie de sentir aussi qu'ils font partie du groupe, mais c'est la même chose quand on est adulte. On a besoin de sentir qu'on a notre place dans le groupe. Puis la valorisation, dans le fond, de cette perspective-là, puis de l'intérêt qu'on porte à leur point de vue, va favoriser le sentiment d'appartenance. Dans le fond, la considération, ça va se traduire encore là par une communication qui est ouverte, où les membres de l'équipe se sentent écoutés, mais libres aussi d'exprimer leurs idées sans crainte de jugement. On revient un peu à notre idée de sécurité tout à l'heure. Ça va amplifier l'engagement
évidemment, mais ça va aussi stimuler la créativité. Dans les environnements où les membres de l'équipe sont considérés, la confiance devient mutuelle. C'est une confiance qui va cultiver la loyauté, la motivation, puis qui va pousser les membres de l'équipe à se surpasser, hein. Quand qu'on se sent attaché à un milieu de travail, on a tendance à en faire un peu plus que quand c'est une relation qui est plutôt, on va dire, transactionnelle, hein. Je rentre pour mon chèque de paye, puis après je m'en vais, puis parle-moi pas quand je suis pas là. Donc voilà. Lorsque les membres d'équipe donc se sentent considérés, leur engagement va augmenter, comme je le disais. Il y a des études même qui parlent d'une hausse de l'engagement de 56 dans les organisations qui favorisent une culture d'ouverture et qui considèrent l'ensemble de ses membres. Donc, c'est à ne pas négliger. Ça devient évidemment un cercle vertueux où le respect, la reconnaissance, la communication ouverte vont nourrir un sentiment d'inclusion, d'appartenance qui va en retour améliorer la participation. Puis là, ben, c'est ça, ça devient un cercle vertueux. Donc, on a ainsi un environnement de travail qui est beaucoup plus positif puis qui amène plus de performance, mais de satisfaction aussi de chacun des membres de sa participation au bien collectif, si on veut. Donc, tout à fait. Encore une fois, pour aller un petit peu plus loin, donner des petites pistes un petit peu concrètes, comment s'assurer qu'on considère tous les membres de notre équipe? On le sait, on l'a vu aussi dans vos commentaires que vous nous avez partagés, comment faire la balance ou trouver une espèce d'équilibre entre les tâches administratives et le soutien à mon équipe. Bien, écoutez, la première chose, peut-être la chose la plus simple qu'on peut faire, c'est de s'intéresser aux personnes et à leur perspective. J'ai envie de dire tout simplement. euh, Puis pour considérer véritablement chaque membre de l'équipe, ben, il est évidemment impératif de s'intéresser sincèrement à eux en tant qu'individu. Oui, c'est une personne qui est à l'emploi de notre milieu. Oui, c'est quelqu'un qui a des compétences comme éducatrice, etc. Mais c'est aussi une personne qui a des intérêts, qui a des rêves, qui a des aspirations. Ça peut vraiment être des sujets de conversation qu'on a. Donc, ça signifie d'aller au-delà justement du rôle professionnel pour comprendre les aspirations, les motivations, les forces, les défis personnels aussi. On sait, hein, on le sait, on ne sait jamais ce que la personne à côté de nous est en train de vivre dans sa vie. Ça ne veut pas dire que c'est votre responsabilité. On s'entend bien là-dessus. Par contre, des fois, on n'est pas une personne au travail, puis on n'est pas une personne différente à la maison. On est une seule personne qui change de contexte assez souvent. Donc, c'est sûr que ça va avoir des impacts. Donc, parfois, juste d'avoir une petite idée comment ça se passe, ça peut nous aider. Donc, en prenant le temps d'écouter activement les points de vue, on leur montre, en fait, qu'elles sont justement valorisées, qu'on les voit, en fait, qu'on les voit qu'elles sont là, que tout est vu. Donc, ça va vraiment créer le fameux climat de confiance qu'on parlait tantôt. Ensuite, il faut réfléchir évidemment à la réponse aux besoins des membres de l'organisation, autant qu'aux exigences dans le contexte, en adéquation en fait avec les exigences du travail. Comme je disais, ce n'est pas votre responsabilité de répondre à chaque besoin d'un membre de votre équipe. Mais par contre, c'est certain que s'il y a des besoins qui ne sont pas répondus, quand on parle de besoins, pour nous, on parle beaucoup de besoins, encore une fois, qui sont davantage psychologiques, donc besoin d'appartenance, besoin d'autonomie, besoin de compétences, mais qui sont évidemment au service du rôle professionnel. Donc, la gestion efficace, ça va reposer sur cet équilibre un peu délicat-là, de réponse aux besoins des individus, tout en gardant en tête les objectifs organisationnels, bien évidemment. Donc, il faut vraiment reconnaître bien la limite et être capable de la nommer aussi. Je dis souvent à la blague, ah, ben, je comprends que toi, ton besoin, ce serait d'avoir 10 semaines de vacances cette année, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas possible. Mais comment on peut travailler ensemble pour peut-être que tu n'aies pas l'impression que tu as besoin d'autant de vacances que ça? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le milieu pour avoir quand même une certaine réponse? Parce que ça, ce n'est pas un besoin, c'est un moyen. Donc, voilà. Donc, ça implique d'avoir une reconnaissance des besoins qui sont autant émotionnels, psychologiques, physiques, qui vont avoir des impacts évidemment sur leur performance. Ensuite, adopter une posture de curiosité. Donc, la curiosité, là, c'est vraiment une qualité fondamentale pour une gestion qu'on va appeler inclusive et équitable. C'est quelque chose qui va nous pousser à poser des questions au lieu de faire des suppositions sur les intentions ou les comportements des membres de l'équipe. Ah, elle fait ça, ça doit être à cause de ça. Ou ah, j'ai vu ça, ça doit être à cause de telle chose. Encore une fois, un petit retour en arrière, la validation. Ça va, j'ai envie de dire, ça va court-circuiter nous, notre propre cycle de pensée par rapport à ça, mais parfois, ça va aussi un petit peu court-circuiter les fameux comportements
qu'on va voir, qu'on va observer, mais qu'on dit: «Bah, j'en ferai pas de cas», tu sais. Je vais essayer d'ignorer ça. Des fois, c'est important d'aller, mettre un petit peu le pied dans la porte et dire: «Hey, il se passe telle chose, j'observe telle chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu essaies de me dire?» Parce que, aussi tout ça, c'est important parce que, nos a priori, qu'ils soient conscients ou inconscients, peuvent vraiment biaiser notre perception, notre jugement envers certaines personnes. Donc avec notre posture curieuse, on s'engage vraiment activement à aller chercher des preuves qui pourraient contredire nos hypothèses initiales. Donc c'est notre dernier point. Donc ça ne signifie pas de rejeter, systématiquement vos intuitions. Souvent, c'est le premier petit système d'alarme, mais c'est pas suffisant surtout. C'est pas suffisant souvent. Donc plutôt aller vérifier la validité en collectant des informations plus objectives. Ça va vraiment nourrir un esprit ouvert, ça va empêcher aussi des jugements hâtifs ou biaisés ou des choses qu'on traîne dans le temps. Des fois, dans nos équipes aussi, on a des gens, ça fait plusieurs années qu'ils sont avec nous, un certain pattern qui s'est installé. On commence à avoir un petit peu un petit déficit d'empathie. C'est normal aussi dans la situation pour certaines personnes. Mais c'est important d'essayer d'aller nous aussi se court-circuiter, c'est mon mot préféré du jour, clairement, dans dans ce schème de pensée-là pour s'assurer qu'on offre encore une fois de la considération qui est égale là, à l'ensemble de l'équipe. Donc voilà. Il faudrait que je réouvre mon micro, ça va aller mieux. Donc voilà, en gros, les pistes de réflexion qu'on voulait vous donner, peut-être de façon de voir votre réalité sous un autre angle, l'analyser d'une façon un peu différente ou peut-être renforcer des tendances naturelles que vous avez déjà. Comme vous l'avez vu, ben, on n'a pas nécessairement adressé les défis que vous rencontrez. On n'avait pas trop envie de vous parler de vos défis parce que vous les connaissez mieux que quiconque. Mais quand même, on va prendre le temps de reprendre les grandes catégories de défis. Là, on a décidé de les regrouper pour voir ben, qu'est-ce que ça pourrait changer dans la gestion de votre équipe, de les aborder sous l'angle de la clarté puis de la considération. Fait que, on va commencer par la grande thématique de la motivation, dans laquelle on a mis mobilisation, engagement, etc. Bien, on vous inviterait d'abord, ça peut être d'autres petites vérifications à faire dans les prochains temps, à vous questionner vous-même sur vos attentes par rapport à la motivation, la mobilisation, l'engagement. Quels sont vos objectifs par rapport à ce défi-là? Pour certaines personnes, l'ensemble de l'équipe, à vous de nous le dire. Ça ressemble à quoi dans vos têtes des gens, des employés motivés, engagés? Est-ce qu'on porte comment ces employés-là? Qu'est-ce qu'elles font de différent qu'elles ne font pas actuellement? Si c'est clair pour vous que vos attentes par rapport à ça, mais on vous invite après à peut-être vous demander si sont réalistes, vos attentes. Si on s'attend à ce que tout le monde soit motivé, enthousiaste, qui rentre en gambadant, je me doute que ce n'est pas vos attentes. Mais si c'est ça nos attentes, ben ça se peut qu'on soit déçus parce que ce n'est pas tout à fait réaliste. Fait que des fois, il faut confronter un peu nos attentes à la réalité, hein. Des fois, vous avez des tâches complexes puis difficiles. Fait que des fois, ça nous amène, comme Stéphanie disait, en déficit d'empathie. Mais ça fait aussi que la barre, elle devient haute. Fait que des fois, il faut se questionner à savoir, ben mes attentes sont-elles réalistes? Ensuite de ça, si, encore une fois, c'est clair pour vous, les attentes sont atteignables, c'est réaliste, puis que quand même, il n'y a pas grand-chose qui se passe, bien, alors, on peut parler avec les personnes, puis leur demander, collectivement ou individuellement, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas motivés? Qu'est-ce qui fait que, que vous observez les comportements que vous observez? Puis, étant des anciennes évaluatrices sur place, on aime beaucoup les observations, des faits observables, hein, quand pas des suppositions, pas des interprétations biaisées ou subjectives, mais vraiment, ben, tu sais, je vois, là, tu traînes mes pieds avant de te rendre à ton local ou tu sais, c'est long ou tu arrives constamment en retard. On s'en est parlé, c'est arrivé tant de fois la semaine passée, tant de fois l'autre semaine d'avant, et cetera. Donc, baser nos conversations sur des faits, ça va vraiment aider. Puis, ben, tu sais, au niveau de la considération, pour ça, c'est super important, particulièrement pour la motivation, parce que c'est bien difficile de travailler sur la motivation des autres, à leur insu d'autant plus. Fait que pour les aider à se motiver, à s'engager, à se mobiliser, ben, vaut mieux les engager puis les aider à trouver des réponses à ces questions-là. Après, évidemment, ben, il faut faire des suivis. Il faut s'assurer que ce qu'on a trouvé comme solution s'est mis en place puis que ça répond réellement aux besoins. Après, ça se peut que ben, finalement, ça ne m'aide pas tant parce que
c'est pas vraiment de ça que j'avais besoin. Un peu comme Stéphanie disait, aller à la racine. C'est quoi le besoin? Parce que souvent, on a tendance à regarder des moyens et non analyser des besoins pour trouver la meilleure réponse. Donc, voilà un peu pour ça. Je vois le temps qui file, fait que je vais passer rapidement aux autres. Ben, tu sais, on ne va pas réinventer la roue, là. C'est la même chose pour les conflits. Là, on a eu beaucoup de, tu sais, on le sait, là, l'espèce de conflit intergénérationnel. Il y a aussi des conflits de les anciennes puis les nouvelles qu'on voit beaucoup. Des fois, c'est selon les installations, la nouvelle, l'ancienne, etc. C'est pas nouveau en passant, là, ça change de forme, mais tu sais, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, on voyait déjà ça, mais c'était autre chose. C'était pas les mêmes catégories. Fait que pour ça, ben, il y a pas de secret. C'est la même chose. Est-ce que nos attentes comportementales, nos attentes au niveau de comment on interagit ensemble au travail, c'est clair? Est-ce que c'est clair pour nous, d'abord? Est-ce que c'est réaliste, deuxièmement? Tu sais, ça se peut que je ne sois pas la meilleure amie de tout le monde dans mon milieu de travail, mais je suis capable de collaborer de façon respectueuse avec les autres? Oui, même si on n'est pas amis dans la vie. Donc, valider si c'est réaliste. Puis après, ben, c'est-tu clairement communiqué mes attentes? Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que j'ai validé aussi? Est-ce que, j'ai besoin de reclarifier des choses en groupe avec certaines personnes? Euh, bon, c'est sûr que s'il y a des conflits, il faut les adresser, là. Tout ça, c'est beaucoup en prévention. Mais quand on adresse les conflits, souvent, les médiateurs, c'est ce qu'ils font, hein. Ils vont chercher la perspective. Ils considèrent la perspective de chacun, puis essaient de trouver un terrain d'entente entre les deux, un point mitoyen. Donc, vraiment, la considération, ça va être la considération de la perspective des différentes personnes, ça va être vraiment votre allié pour trouver des solutions à plus long terme. Puis finalement, bien évidemment, le roulement de personnel, les absences, la gestion du changement qui est parfois ardue, bien là encore, il n'y a pas de secret. Quand on est face à des situations comme celle-là, il faut les adresser. On est un peu en mode gestion d'urgence. Mais si on travaille sur les 2 premiers aspects, bien, on risque de prévenir grandement le roulement puis les absences parce que les gens, ils vont se sentir engagés, ils vont se sentir qu'ils ont leur place puis ils vont vouloir en faire plus pour leur milieu de travail que seulement punch in, punch out, faire ce qu'on me demande, puis rien de plus. C'est vraiment fondamental pour l'engagement. Donc, on vous a parlé là, d'une panoplie de défis dans la gestion d'équipe de travail. On essaie aussi de vous donner les caractéristiques d'une bonne gestion d'équipe, non exhaustive, bien évidemment. Puis on a décidé d'attirer votre attention sur 2 stratégies en particulier dans l'ensemble des actions et des compétences. Donc, ça va être requis pour une bonne gestion d'une équipe de travail. Donc, on se rappelle de l'importance de la clarté et la nécessité de considérer les personnes. Donc, agir sur ces 2 aspects-là, ça va inévitablement avoir pour effet de contribuer, bien, on pense, à la diminution du taux de roulement, peut-être un peu du taux d'absentéisme aussi, particulièrement en augmentant la mobilisation, la résilience, le sentiment d'appartenance des membres de l'équipe à votre organisation. On sait que c'est, moi je vais dire un gros mot, là, le mal du siècle, l'appartenance, le besoin de retrouver des façons de connecter ensemble après les épreuves des années passées. Là, ça a le dos large, là, ces événements-là qu'on ne nommera pas ici, mais vous savez tous de quoi on parle. Mais ça a vraiment eu des impacts profonds sur nos capacités à nouer des connexions, des relations ou à renouer. Je pense qu'on va vraiment être dans cette ère-là là, pour les prochaines années à recréer ces conditions-là gagnantes le plus possible dans la mesure de ce qui est possible de faire dans un milieu de travail pour s'assurer de cette connexion-là qui devrait ramener la réponse à ce besoin de sentiment d'appartenance dans nos organisations. Donc, ben, si jamais vous voulez en discuter davantage avec nous, que vous avez besoin d'inspiration, on produit beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, si vous ne nous suivez pas sur LinkedIn, Facebook, allez-y. Comme je le disais aussi d'entrée de jeu, on a une chaîne YouTube où on a quelques vidéos qui apparaissent. Et puis, sachez aussi que la majorité de nos services en accompagnement sont subventionnés par Service Québec, sont subventionnables, je devrais dire.
par Service Québec pour faire des demandes, mais c'est pas mal plus facile que la reddition de compte que vous avez l'habitude de faire pour vos subventions. Là, sont généralement assez aidants, les gens dans vos directions régionales. Puis, on a des petites souris là, de Service Québec qui nous ont dit qu'ils ont énormément d'enveloppes. Ils ont beaucoup de budget pour le milieu de la petite enfance qui sous-utilisent ces subventions-là. Donc, n'hésitez vraiment pas à appeler Service Québec. Vous pouvez faire une demande de façon générale selon vos besoins, puis avec ou sans consultant là, déjà d'identifier. Bref, ils sont vraiment super aidants. Puis sinon, ben, nous, on l'a déjà fait aussi, fait qu'on peut vous soutenir là-dedans. Donc, Michel, j'ai vu que tu as levé la main. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une question, un commentaire, mais on serait rendu là de toute façon. Donc, nos DG sont très, très, très assidus. Ils ont pris des notes de ce que j'ai vu, mais il n'y a pas de questions, malheureusement, dans la conversation. Par contre, tu vois, j'ajouterais sur l'ensemble de la présentation. Tu sais, tout ça, c'est beaucoup d'informations. Il n'y a pas de recette miracle. Et ça prend du temps. Hein? Comme ancienne DG, je sais que ça prend du temps. Donc, absolument. Tout ça, il faut le réfléchir, le mettre en place, faire des suivis, revenir et revenir. Ça prend du temps et c'est ça la recette en fait. Et juste aujourd'hui, le fait que les DG qui ont pris le temps, ont choisi de prendre le temps de venir s'asseoir et de réfléchir à leur gestion, déjà, c'est positif. Parce que ce temps de réflexion-là, ben, des fois, on voit des « Ah, mon Dieu, OK, ouais, c'est vrai, peut-être j'aurais dû faire ça comme ça. » Et on ne le prend pas assez. Il faut le prendre, ce temps de réflexion-là. Alors, bravo d'être assis ici et de nous écouter.